Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Un rapport sur la restructuration de la Sonabel a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Conseil qui s'est penché également sur la lutte contre le choléra en adoptant des mesures préventives pour parer à toute éventualité. Les réformes politiques telles que recommandées par les assises du CCRP sont dans leur majorité mises en œuvre. Reste maintenant à mettre en place le Sénat qui suscite des débats et pourtant l'institution viendra renforcer la démocratie burkinabé. Les prières ont gagné toute l'Afrique du Sud qui souhaite que son héros retrouve la santé même si les nouvelles ne sont pas bonnes pour Nelson Mandela dont le clan se déchire à propos de son lieu d'enterrement. Ainsi donc, le Conseil des ministres s'est penché aujourd'hui sur plusieurs dossiers. Un rapport sur la restructuration de la Sonabel a été adopté par le Conseil. D'autre part, un cas de fraude d'or a retenu l'attention des ministres. L'affaire est en justice et le ministre des Mines et de l'Énergie suit le dossier. Parmi les sujets débattus par le Conseil, il y avait aussi le choléra et les mesures préventives prises par le gouvernement pour parer à toute éventualité. Sur tous ces points, suivons le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. En ce début de saison des pluies, période propice à certaines maladies comme le choléra, le gouvernement anticipe en adoptant un plan de riposte à toute éventuelle épidémie. Le plan de riposte, de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de choléra vise en réalité à mettre en place un dispositif pour faire face éventuellement à une épidémie de choléra au cas où cela adviendrait. Il s'agit entre autres déjà de pouvoir renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique de la maladie. Deuxièmement, de pouvoir renforcer et améliorer la qualité de la prise en charge à travers donc, le renforcement des compétences des agents. Il s'agit également de pouvoir donner l'information à toute la population à travers une communication qui vise le changement de comportement et une meilleure connaissance de la maladie et enfin renforcer les capacités de laboratoire à pouvoir faire les examens et pouvoir dépister très rapidement les cas de choléra pour qu'ils puissent être pris en charge. Et puis au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'être au chevet de la Sonabel. La nationale de l'électricité a besoin d'aide, c'est ainsi que des mesures d'accompagnement pour améliorer la situation financière de la société ont été prises. Nous avons fait un exposé sur la situation financière de la Sonabel, la situation technique de la Sonabel, des discussions. Nous avons retenu qu'il faut procéder à une restructuration financière de la Sonabel. Et de ce pas, je vais donc rencontrer la direction générale de la Sonabel et le gouvernement. Le gouvernement va rencontrer la direction générale de la Sonabel pour voir exactement ce que nous allons faire. Dans le secteur de l'or, un cas de fraude a été décelé et le Conseil des ministres en a parlé. L'affaire est en justice selon le ministre de l'Énergie et des Mines, Salif Lamoussa Kabouré, qui a du reste reçu des instructions dans ce sens. Nous avons introduit un dossier relatif donc à une fraude sur 23 kg d'or. C'est un dossier qui est passé en justice, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Nous avons reçu des instructions du Conseil des ministres et très bientôt, nous reviendrons vers vous. Cette affaire d'or date de mars 2012 et l'on attend toujours de connaître le dénouement. Les réformes politiques sont en marche au Burkina et la machine semble bien huilée. La plupart des propositions consensuelles sont déjà mises en œuvre et sont appliquées. Reste maintenant le Sénat, dont la création suscite actuellement des débats contradictoires au sein de la classe politique. Le point sur l'état de mise en œuvre des réformes dans ce reportage signé Nyarkiteda. Luc Gao, nommé Premier ministre au lendemain des élections de décembre 2012, devait cette année être investi par la représentation nationale. Pour la première fois au Burkina, la déclaration de politique générale du Premier ministre était soumise au vote des députés qui lui ont donné quitus pour poursuivre sa mission. C'est une innovation dans la pratique démocratique introduite lors de la dernière révision constitutionnelle. C'était courant 2012, la révision s'inscrivait dans le sens du renforcement des pouvoirs du Parlement. Dans la même foulée, l'Assemblée nationale passait de 111 à 127 députés pour permettre une plus large représentation des sensibilités politiques voulues par le mode de répartition proportionnelle au plus fort reste. La session consacrait également la constitutionnalisation du genre, du Conseil supérieur de la communication et du médiateur du FASO pour renforcer ces institutions dans leur mission. Mais la plus grande innovation reste l'instauration du bicaméralisme
avec l'institution du Sénat, deuxième chambre du Parlement. Toutes ces réformes sont issues des Assises nationales de décembre 2011 qui ont réuni près de 1500 délégués de la société politique et civile, des autorités coutumières et religieuses, des représentants de la diaspora. Ces assises boycottées par une grande partie de l'opposition politique ont permis tout de même d'entériner les conclusions du CCRP qui s'était réuni quelques 6 mois auparavant. À ce jour, le comité de suivi présente une mise en œuvre avancée des recommandations des assises nationales. Depuis janvier 2012, pratiquement tout ce qui devait être mis en œuvre l'aura été. Et que la mise en place du Sénat est un des derniers aspects qui restait en suspens. Je voudrais d'abord rappeler que quand on parle de mise en œuvre, la mise en œuvre des réformes politiques se fait d'abord à travers l'élaboration de textes. Ensuite, il y a certaines actions qui ont été recommandées par les différents cadres de dialogue qui étaient aussi à mettre en œuvre. Et l'évaluation même antérieure faite montrait déjà que sur 106 recommandations du genre entrant dans la vie quotidienne, la plupart de ces recommandations sont inscrites dans une politique sectorielle. Il reste la mise en place du Sénat dont la loi organique a été votée le 21 mai dernier par 81 voix pour et 46 voix contre. Le Sénat quand même fait partie, comme je l'ai dit, des propositions de réforme consensuelles. Tout le monde était d'accord pour la mise en place du Sénat. Ensuite, ces propositions ont été traduites en projet de loi, dans le projet de loi constitutionnelle pour la révision de la Constitution. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour. Les gens ont accepté qu'on inscrive ça dans la Constitution. Dès qu'elle est inscrite, dès que le Sénat est inscrit dans la Constitution, ne pas le mettre en place, ce serait faire avancer le pays dans un cadre anticonstitutionnel. Le Sénat sera composé de 89 sénateurs, dont 29 nommés par le chef de l'État, 39 des collectivités territoriales à raison de 3 par région. Les coutumiers ont 4 places, les confessions religieuses 4 membres, les organisations syndicales seront représentées par 4 personnes, 4 aussi pour le patronat et enfin 5 pour les Burkinabés de l'étranger. Le ministre des Droits humains et de la promotion civique était en visite sur le site de la mine d'or de Sakane dans l'Oudala. Une visite destinée à constater le respect des droits des populations locales dont plus de 13 000 ont été déplacés pour la construction de la mine. Julie Prudence Nignan a marqué sa satisfaction au regard des actions de compensation menées en faveur des populations par la mine. Reportage Moumouni Soubega. Ayam Gold et Sakane SA, la plus grande mine industrielle du Burkina. La production annuelle est estimée à 350 000 onces d'or et environ 2300 personnes y travaillent. La construction a nécessité le déplacement de plus de 13 000 résidents. Et pour en savoir plus sur l'état de la prise en compte de leurs droits, le ministre des Droits humains et de la promotion civique a effectué le déplacement avec plusieurs spécialistes de la question. Face au staff de la société, ils ont eu droit à une explication détaillée des actions menées et des mesures prises pour respecter le droit de ces personnes. Après des échanges, un tour a permis de constater les infrastructures réalisées par la société au profit des résidents. Des infrastructures routières, sanitaires, éducatives et une cité ont été mises à leur disposition. On a plutôt un plan d'investissement, donc tout n'a pas été concentré dans une seule année. Donc, la mine Sakane est en opération depuis 2010, mais depuis la phase de construction en 2009, on investit du temps et de l'argent avec les communautés. Au village de Marganta, un groupement de 80 orpailleuses ont été convertis dans la maraîchère-culture. Avec un fourrage et une formation en appui, elles sont désormais capables de produire de nombreuses spéculations. On peut dire que dans l'année, on peut se retrouver avec 100 000 ou plus. Donc on voit que c'est vraiment rapportant. Nous venons juste de constater de visu effectivement ces réalisations. C'est vraiment merveilleux de voir en plein Sahel un jardin tout vert qui produit des légumes et qui permettent aux populations vraiment d'être beaucoup plus à l'aise.
C'est en 2010 que Essakan SA a été inaugurée. En 2011, la mine a apporté en termes de retombées directes et indirectes environ 78 milliards et demi pour le Burkina Faso. Un projet d'expansion de la mine jusqu'en 2025 est en cours. Le gouverneur de la région du Sahel et le ministre des Droits humains ont tous souhaité que la société fasse encore plus pour la population locale. Le séjour de la première dame se poursuit en Jamaïque, un pays qui a initié un ambitieux programme de prise en charge des filles mères. Chantal Compaoré et la délégation qui l'accompagne vont s'inspirer de l'expérience du centre de la Fondation des femmes de la Jamaïque pour la réinsertion scolaire des adolescentes mères. Ce centre modèle, où la délégation burkinabé a eu une séance de travail, est encadré par l'UNFPA. Reportage Marguerite Douagneau, Alidou Badini. Ces jeunes filles sont toutes des adolescentes qui ont entre 13 et 15 ans. Leur point commun, elles sont toutes enceintes ou mères. Et dans ce centre, elles trouvent une seconde chance de poursuivre leur cursus scolaire. Le centre de la Fondation des femmes de la Jamaïque a été créé en 1978 avec pour mission de lutter contre l'abandon de l'école par les adolescentes mères. C'est très important pour nous que les femmes, les mères adolescentes puissent réinsérer dans le système éducatif. Alors c'est devenu obligatoire maintenant la réinsertion des jeunes filles dans le système parce que ça fait partie aussi de la politique du gouvernement. C'est très important qu'elles puissent gagner leur vie plus tard et devenir des citoyennes de leur pays. Et en découvrant ce centre et son fonctionnement, la première dame du Faso a pu mesurer l'ampleur du travail abattu depuis des années en Jamaïque pour la réinsertion scolaire des filles mères. Les résultats au bout de tant d'années d'efforts ne laissent pas Chantal Compaoré de marbre. La première dame du Faso, que l'on sait engagée à fond dans les questions du bien-être de la jeune fille, a une idée précise de la suite à donner à cette expérience jamaïcaine. C'est tout à fait ce que nous espérons. Nous espérions faire au Burkina Faso parce que vous avez pu voir avec nous l'évolution des choses, comment elles se prennent avec les adolescentes, comment elles insèrent les adolescentes dans leur prise en charge ici au niveau de la structure d'accueil des filles mères. Et pour nous, c'est un exemple qu'il faudrait qu'on suive et qu'on propose à nos filles en arrivant au pays. J'espère qu'avec le ministre de la Promotion de la Femme, nous arriverons à faire quelque chose pour pouvoir insérer les filles mères dans ce genre de programme. L'UNFPA est l'un des principaux partenaires du centre de la Fondation des femmes de la Jamaïque. On compte au total 7 centres principaux répartis sur l'ensemble de l'île et 9 annexes qui, eux, sont mobiles et donc se déplacent d'un endroit à l'autre avec les mêmes offres de services, à savoir l'accueil, la scolarisation, le suivi psychologique avant et après naissance de bébé et la nurserie. Toute chose qui permet à l'adolescente de reprendre le cours normal de sa vie. Un engagement en faveur de la vaccination qui devrait contribuer à la protection de la santé des populations. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG et les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont lancé une plateforme de soutien à la vaccination et à l'immunisation. Une démarche née d'un atelier qui vient de se tenir à Ouagadougou. Aboubakar Sagnon. L'atelier de Ouagadougou a permis aux ONG et associations œuvrant dans le domaine de la santé de s'informer sur la vaccination au Burkina Faso et sur la stratégie communautaire de soutien à la santé. Il a également servi de cadre pour le lancement des activités d'une plateforme nationale des ONG et associations de soutien à la vaccination. La plus-value de la société civile, c'est d'être régulièrement en veille sur les indicateurs, d'alerter les autorités, mais également de contribuer par leur expertise à améliorer le contenu des documents de politique. La proximité des ONG et associations avec les populations font d'elles des relais dans la promotion de la santé. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas réussir dans la vaccination en tant que personnel de santé, mais il faut associer les autres secteurs et notamment la base, la société civile. 30 ONG et associations et des délégations venues du Tchad et de la Guinée ont pris part à l'atelier de Ouagadougou,
Dans les jours à venir, le SPONG va partager son expérience avec d'autres pays du continent. Une manière originale de faire la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène, d'assainissement et de santé. L'association Chants de Femmes a organisé une compétition dénommée Festival Chants de Femmes. Les femmes des 8 communes de la province du Ganzourgou ont reçu une formation sur ces thèmes et à l'issue de cette rencontre, elles devaient restituer en public leurs connaissances acquises à travers des chants. La finale de cette compétition a eu lieu hier à Zorgo. Reportage Maïmouna Traoré. Le chant comme moyen de sensibilisation et de plaidoyer pour l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux soins par tous. C'est la stratégie adoptée par l'association Chants de Femmes et son partenaire l'UNICEF pour faire la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Cette compétition, dénommée Festival Chants de Femmes, a impliqué toutes les communes de la province du Ganzourgou. C'est la troupe de Boutri qui en est sortie victorieuse. Nous sommes heureuses de remporter ce prix. Mais au-delà de ce prix, nous nous réjouissons pour les connaissances acquises sur la santé prénatale, l'alimentation de l'enfant et la planification familiale. Les 8 troupes représentant les 8 communes de la province ont toutes séduit les spectateurs par leur appropriation du thème, l'occupation scénique, l'orchestration, leur performance vocale et l'originalité de leurs prestations. Nous sommes très satisfaits des prestations des femmes parce que ça nous prouve que réellement ce que nous avons fait comme sensibilisation, les femmes l'ont à cœur et elles se l'ont approprié. Ce que j'ai apprécié à cette cérémonie, la forme de restitution qui a été utilisée, c'est que c'est devant le public que chaque commune est venue présenter à travers un sketch, à travers un chant, l'essentiel de ce qu'elle a retenu durant la formation. Et c'était vraiment très édifiant. Aucune des communes n'a dit ce qu'elle a appris de la même manière que l'autre. Pourtant, c'est les mêmes enseignements qu'elles ont reçus, mais chacun a rendu ça autrement, de façon imagée. Pour l'association Chants de Femmes, ce festival est l'aboutissement d'une démarche, celle d'une participation et d'un projet communautaire. Une démarche qu'elle entend poursuivre par l'organisation d'un concours du meilleur cadre de vie dans les villages. Consolider la mise en œuvre de la décentralisation au Burkina par le transfert des compétences aux collectivités locales, objectif d'une rencontre. Elle fait le bilan du transfert en présence des maires, des présidents des conseils régionaux et des ministres concernés par le processus. Il s'agit de faire une analyse critique des 6 domaines déjà transférés et donner des informations sur les 5 autres à venir. Reportage Simon Gongo. Faire le bilan et préparer des transferts. À Ouagadougou, Marin Casimir Ilboudo, président de l'Association des municipalités du Burkina, accueille tous les maires pour jeter un regard sur le transfert des compétences et des ressources des 6 domaines allant de la santé à l'éducation, en passant par les ressources naturelles. Il y a 11 domaines de compétences qui sont prévus. Actuellement, nous en avons transféré 6. Il reste encore 5 à transférer et je pense que notre lettre de mission est également de procéder à ce transfert de compétences et nous allons nous y atteler, mais nous le faisons toujours en concertation avec les acteurs pour nous assurer qu'après avoir transféré ces compétences, elles seront exercées de telle sorte à rapprocher les services sociaux. Aux 360 maires, il faut ajouter les 13 présidents de région à prendre en compte dans cette décentralisation des compétences et des ressources. Une occasion pour eux d'exposer les difficultés rencontrées sur le terrain et réorienter le processus. Cette opportunité qui nous est offerte nous permettra de mesurer le chemin parcouru, de prendre d'autres résolutions, parce que comme il est dit, nous sommes des élus de proximité, nous connaissons à sa juste mesure les préoccupations des populations et nous sommes à même, avec les populations, d'orienter les actions de développement à la base. Avec les techniciens des ministères concernés, les élus locaux vont surtout s'appuyer sur ce bilan pour réussir ce processus présenté par le ministre Koulibaly comme le passage obligé pour le développement équilibré du Burkina. Lutte contre la corruption au Burkina, l'autorité supérieure de contrôle d'État, l'ACE, a opté d'élargir et d'intensifier la bataille
Pour éradiquer le fléau, une vaste campagne d'information et de sensibilisation de la CE embrasse tous les secteurs. L'autorité a rencontré hier à Ouagadougou le personnel du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Maxime Zongo. Constamment interpellé sur la persistance et l'intensification du fléau au niveau de tous les segments de l'administration, le gouvernement a choisi de tirer sur la sonnette d'alarme. L'autorité supérieure de contrôle d'État, la structure chargée de la lutte contre le fléau, a alors été invitée à monter au créneau. Lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'autorité supérieure de contrôle d'État, le 13 septembre 2012, il a instruit l'autorité d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour informer le plus largement possible les populations, aussi bien au niveau de l'administration que de la société civile, sur le fléau qu'est la corruption. Ce mardi donc, c'était au tour du personnel du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui avait ainsi l'opportunité d'échanger directement avec la SCE sur les manifestations du phénomène en leur sein et de proposer des voies et moyens pouvant contribuer à éradiquer le phénomène. En tant que responsable administratif, nous devons de faire la lutte contre la corruption, la lutte contre tous les maux qui rentrent en travers de la bonne gouvernance, un objectif important à atteindre. Au programme de cette journée de sensibilisation, une présentation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et ses axes d'intervention, une communication sur la lutte contre la corruption et une projection de films « On ne mange pas les merci ». L'objectif à terme, atteindre le niveau de la tolérance zéro dans un bref délai. Et puis se communiquer à l'occasion de la célébration officielle de la journée de solidarité en faveur des réfugiés maliens placés sous le haut patronage de Mme Chantal Compaoré, épouse de son Excellence, le président du FASO, président du Conseil des ministres. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain jeudi dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. La 4e Assemblée générale de la Confédération des institutions financières CIF de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue à Ouagadougou. Le bilan des activités de l'année 2012 et le renouvellement du conseil d'administration étaient au centre de cette Assemblée générale. Plus de 270 milliards de francs CFA d'épargne ont été mobilisés pour environ 220 milliards de crédits octroyés aux membres de cette association au Bénin, au Mali, au Togo, au Sénégal et au Burkina. Reportage Adama Koulibaly. Au 31 décembre 2012, le bilan des activités de la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 6 fédérations d'épargne et de crédit de 5 pays de l'espace UEMOA, se présentait comme suit. 272 milliards d'encours d'épargne et 220 milliards d'encours crédit. C'est ce qui ressort de cette 4e Assemblée générale de cette confédération qui se veut un mouvement régional dont l'ambition est de créer une infrastructure financière coopérative capable de rendre des services financiers au plus grand nombre de populations. Nous avons plus de 3 millions de membres, mais combien d'Africains encore n'ont pas accès aux services financiers? Je pense que cet objectif va se continuer toujours. Dans l'ensemble, le mouvement, avec des points de disparité, se porte très bien. Vous avez vu aujourd'hui, sur l'ensemble du mouvement, on fait quand même 6 milliards de bénéfices nets. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que nous avons des défis à relever, notamment en matière de gestion du crédit. Il a en outre été procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration dont la présidence échoua au Bénin. Mon souhait est que ces membres se portent toujours très bien, afin de faire toujours des résultats positifs. C'est ça la vie de la Confédération. C'est quand les membres se portent bien que nous existons. Le conseiller technique Yamse Chrétien Robego a, au nom du ministre de l'économie et des finances, traduit le soutien du gouvernement burkinabé à cette structure fêtière qui œuvre pour le développement de la microfinance au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Togo et bien sûr au Burkina Faso. Signature à Manga d'un partenariat entre la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire Sonages et la Société coopérative de transformation du riz Padi. Grâce à cette nouvelle relation, la société pourra décortiquer 300 tonnes de riz au profit du stock de sécurité alimentaire et du coup pouvoir rembourser une partie des frais de construction de l'usine de décortiquage de Manga. Reportage Karim Patrick Namouanou. Les clauses de cette convention de partenariat entre la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire Sonages
et la société coopérative de transformation du riz Padi Socoterie de Manga sont précises et concises. Elle stipule que la coopérative devra décortiquer 300 tonnes de riz Padi au profit de la SONAGES. Entre les deux sociétés, le partenariat est gagnant-gagnant. Nous gagnons à avoir du riz très bien décortiqué parce que vous voyez que là, c'est une usine qui contient 12 élévateurs qui séparent bien les cailloux du riz et qui décortique bien. Et nous avons du riz blanc et nous avons la possibilité d'avoir des brisures, du couscous, du riz pour le couscous, etc. Avec ce projet, je pense que je pourrais payer les travailleurs, payer le courant, et puis avoir un peu d'argent pour pouvoir bénéficier dans tous les points. L'usine de décortiquage de riz Padi aura coûté environ 180 millions de francs CFA à la République de Chine. Voilà, toutes nos excuses pour cette interruption du journal due à une coupure d'électricité. Nous allons retrouver le reportage de Karim Patrick Namoano sur la signature à Manga d'un partenariat entre la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES et la Société coopérative de transformation du riz Padi de Manga. Les clauses de cette convention de partenariat entre la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES et la Société coopérative de transformation du riz Padi Socoterie de Manga sont précises et concises. Elle stipule que la coopérative devra décortiquer 300 tonnes de riz Padi au profit de la SONAGES. Entre les deux sociétés, le partenariat est gagnant-gagnant. Nous gagnons à avoir du riz très bien décortiqué parce que vous voyez que là, c'est une usine qui contient 12 élévateurs qui séparent bien les cailloux du riz et qui décortique bien. Et nous avons du riz blanc et nous avons la possibilité d'avoir des brisures, du couscous, du riz pour le couscous, etc. Avec ce projet, je pense que je pourrais payer les travailleurs, payer le courant, et puis avoir un peu d'argent pour pouvoir bénéficier dans tous les points. L'usine de décortiquage de riz Padi aura coûté environ 180 millions de francs CFA à la République de Chine-Taïwan. Désormais confiée à la gestion de la Socoterie, elle a une capacité de décortiquage de 5 tonnes l'heure. La coopérative n'aura donc pas de mal à honorer la commande de la SONAGES. Cette unité trouve une place importante parce qu'elle va permettre de résoudre vraiment les problèmes de faiblesse de capacité qui font que le riz qui est produit non seulement au niveau du centre-sud, mais aussi dans les régions environnantes, sont obligés de faire recours à des unités des pays voisins ou à des unités vraiment artisanales qui ne permettent pas vraiment d'obtenir au finish du riz de bonne qualité pour des consommateurs. Les 37 membres de la coopérative auront à rembourser les frais de construction de l'unité industrielle. Au-delà de la SONAGES, un partenariat avec le département de Kumba Bolibari est souhaité pour approvisionner les cantines scolaires car l'usine tourne en deçà de son potentiel. La radio-télévision du Burkina a reçu ce matin la visite du directeur général de l'Institut des hautes études internationales. Au-delà de la simple découverte du matériel et des conditions de travail des agents, Zidaon Gapiné voulait œuvrer en faveur d'une plus grande collaboration
entre son institut et la RTB. L'école se dit prête à former les journalistes dans les domaines de la diplomatie et des relations internationales. Aboubakar Sagnon, précision. La production du journal télévisé et des autres émissions de la télévision nationale n'ont plus de secret pour le directeur général de l'Institut des hautes études internationales. Du service caméra en passant par la rédaction, le montage, la production ou encore l'infographie, rien n'a échappé à Zidaon Gampiné et à ses proches collaborateurs. Ils se sont dit édifiés par cette visite et par la détermination des agents de la RTB. Mais ces pas du premier responsable de l'Institut dans les locaux de la RTB marquent surtout le début d'une nouvelle ère dans les relations entre cette école et la nationale du son et de l'image. Nous sommes disposés à voir avec la RTB la possibilité de former un desk de journalistes spécialisés dans les questions diplomatiques et internationales. Naturellement, les modalités pratiques de mise en œuvre de cette formation vont faire l'objet de réflexions plus approfondies et d'échanges sur les thèmes qui intéressent plus particulièrement les journalistes. Donc, dès qu'on va avoir ces informations, nous pourrions organiser d'ici le début du 4e trimestre de l'année 2013 et les années qui suivent ces formations. Dans ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant, l'Institut spécialisé dans la formation des diplomates veut à son tour une plus grande visibilité de ses activités au plan national et international. À l'Institut national de formation en travail social, l'heure est aux soutenances pour 45 candidats qui ont bénéficié de 3 ans de formation. Les futurs diplômés ont acquis des connaissances en affaires sociales, en éducation sociale, etc. La série de soutenances a débuté en présence du ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Abdoul Rassamane Zongo, reportage. À l'Institut national de formation en travail social, INFTS, l'heure est à la soutenance en série pour l'année 2013. Comme se impétrant à l'image, ils sont 49 à défendre leur mémoire de fin de cycle de 3 années de formation dans divers domaines. La protection sociale, la protection de l'enfant, la prise en charge des groupes spécifiques, des réfugiés, et le domaine de l'éducation des jeunes enfants et également le domaine de l'éducation spécialisée. Et beaucoup ont mis l'accent sur la promotion socio-professionnelle et de nos groupes cibles. C'est soutenu dans le domaine de l'administration des affaires sociales. C'est dans le cadre des filles qui sont sorties des structures d'éducation et de promotion sociale. Il est ressorti effectivement que ces filles éprouvent des difficultés d'insertion socio-professionnelle parce que tout simplement, elles ne sont pas accompagnées. Et même la qualité de la formation offerte par les 10 structures ne sont pas à la hauteur. Donc nous avons essayé de faire des propositions pour qu'on améliore les conditions d'apprentissage de ces filles. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Action sociale. Dans un contexte difficile où les ressources humaines sont rares, c'est très intéressant, très important pour le département de savoir que dans quelques mois, nous allons avoir des cadres de haut niveau bien formés qui vont constituer une partie importante de notre armée dans le sens du processus de lutte pour le développement social du Burkina Faso. Inspecteurs, administrateurs, entre autres dans les affaires sociales, sont les fonctions à remplir par ces candidats en fin de formation. Un réseau de 8 trafiquants d'ivoire vient d'être démantelé. C'est la collaboration entre l'Office national des aires protégées et la brigade anticriminalité qui a permis d'arrêter ces bandits. Le réseau avait bâti son activité à partir du ranch de Nazenga dans le centre-sud. Ainsi, au cours de l'année dernière, une dizaine d'éléphants ont été abattus pour être dépouillés de leur ivoire. C'est Sylvestre Da. Des carabines, des fusils de chasse et des pièges composent l'arsenal utilisé par les braconniers pour abattre les éléphants dans les ranchs de gibier de Nazenga. Courant l'année 2012, une dizaine d'éléphants ont été abattus, leurs défenses emportées, abandonnant les carcasses aux vautours. Les investigations menées par les services de l'OPINAP, l'Office national des aires protégées, ont révélé que les forfaits sont le fait des bandes organisées. Les réseaux de trafiquants d'ivoire, qui vient de démanteler l'OPINAP en collaboration avec la brigade anticriminalité, opéraient à l'intérieur du pays et entre le Burkina et le Ghana. Les investigations engagées par le service
protection et lutte anti-braconnage du ranch ont abouti à l'arrestation de l'auteur et à son déferment devant les tribunaux de Manga. Mais les enquêtes avaient révélé que le coupable était membre d'un réseau. Il s'agissait de quatre hommes et puis une femme. En fait, une dame. La dame, c'est elle qui allait à Sapuy et à la périphérie du ranch pour acheter les défenses. Et elle venait ici chercher la clientèle. Au niveau des acheteurs, c'était 2 artisans. Ils sont en tout 8 individus présumés membres du réseau des trafiquants de défense d'éléphants qui ont été appréhendés et déférés devant le tribunal de grande instance de Manga. C'est le lieu de saluer ce bel partenariat entre les forces de défense et de sécurité. Nous avons le même combat et il faut qu'ensemble nous unissons nos forces pour faire donc face à ces fléaux. Les défenses de ce type pèsent 45 kg chacune. Elles sont vendues au bas prix à 80 000 francs CFA le kilogramme, soit 3 600 000 francs l'unité. Ce qui explique sans doute le déferlement des réseaux de braconniers. L'insuffisance des moyens des services des eaux et forêts n'arrangeant pas les choses, il devient de plus en plus difficile de stopper les délinquants. L'OFINAP espère beaucoup plus d'appui de l'État et compte sur la collaboration de l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des populations pour des actions fortes dans les régions de faune afin de traquer les braconniers jusque dans leur dernier retranchement. Cinéma, le festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc continue de dérouler son tapis rouge pour les cinéastes du continent. Parmi les pays participants, il y a le Togo et la Côte d'Ivoire qui sont en compétition avec les films « Et si Dieu n'existait pas » du réalisateur Alain Guikou et « Sherifa » de Steven Aef. Un clin d'œil sur ces œuvres avec nos envoyés spéciaux Salinana Issakafando. La foi, l'amour, le dépassement de soi, le pardon sont les sujets dont traite cette fiction d'1h35. Et si Dieu n'existait pas, de l'Ivoirien Alain Guikou retrace la vie d'un jeune homme promu à un bel avenir et dont les péripéties de la vie vont transformer en tueur à gages. Survient une rencontre avec une sœur religieuse qui va bouleverser le confort criminel dans lequel il s'était installé. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures. Et est-ce qu'il peut y avoir créature sans créateur? Voilà, d'autres vous diront c'est un processus scientifique qui vous a emmené là. D'autres vous diront il y a une main quelque part qui vient. Donc si vous voulez, et si Dieu n'existait pas, c'est cette problématique qu'on pose sur l'existence de Dieu, mais sur la société elle-même. Moi j'avais une appréhension par rapport au titre ici dans le contexte actuel, mais effectivement le traitement proposé par le film a permis une réception correcte du film. Je trouve que c'est une approche jeune pour un sujet grave. Autre projection au Festival du cinéma africain de Kouribga, Sherifa, du Togolais Steven Afa. Ce film est tiré d'une histoire vraie vécue par Sélifa Boukari, la productrice du film qui a décidé de porter sa vie au cinéma en vue de mener son combat contre l'excision, les mariages forcés, le trafic des enfants et le viol. À ce rendez-vous de Kouribga, les professionnels du 7e art sont présents et n'hésitent pas à porter leur regard sur les films présentés et en compétition. Parmi les films à une thématique forte, c'est effectivement Sherifa du Togo, qui a suivi le parcours d'une jeune fille qui est vraiment le parcours d'une tragédie. Comment une jeune fille arrachée à son milieu, violée, carrément, au sens fort du mot, s'est vue embarquée dans un processus infernal. Il y a de très bons films, des films de grands réalisateurs. D'autres, j'ai vu aussi des films de jeunes réalisateurs, des gens qui viennent de commencer et il leur reste beaucoup à faire. Ils sont là peut-être pour apprendre. Le fait de participer à ce festival, c'est important pour eux parce que ça leur permet de voir le travail de leurs aînés et de pouvoir rectifier pour aller plus loin. L'aventure de Kouribga est donc pleine d'expérience pour ces jeunes talents qui comptent sur ce genre de festival pour conforter leurs rêves, mais aussi pour une professionnalisation de tous les aspects du cinéma africain.
L'Afrique du Sud redouble de prières et d'invocations au Seigneur pour Nelson Mandela, dont la santé se trouve à un seuil critique. Madiba, le héros anti-apartheid, est hospitalisé depuis plus de 2 semaines et les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors que les visites se multiplient au chevet du prix Nobel de la paix, des rumeurs font état de dissensions au sein de sa famille sur le lieu de son enterrement s'il venait à disparaître. Sa petite fille dans les bras, elle prie pour Nelson Mandela. Quelque part dans une des chambres de cette clinique de Pretoria, Madiba vit ses derniers jours, ses dernières heures peut-être. On ne peut rien faire. Son sort est entre les mains de Jésus. Filmés par une armée de journalistes venus du monde entier, les anonymes se pressent devant la clinique. Des fleurs, un mot, une photo, quelques minutes de recueillement, leur dernier hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Désormais, c'est toute l'Afrique du Sud qui se prépare à l'inexorable. Si Madiba n'est plus en mesure de profiter de la vie, s'il a besoin d'une assistance pour vivre et qu'il ne peut plus rien apprécier, alors je crois que Dieu doit prendre la décision d'abréger ses souffrances. Les visites se multiplient. Ce mercredi, ce sont les aînés de son clan qui devaient se rendre à son chevet. Une décision prise 24 heures plus tôt lors du conseil de famille qui s'est tenu à Kounou, le village où Nelson Mandela a passé les plus belles années de son enfance. Aucun membre de la famille n'a voulu faire de commentaires, mais des rumeurs évoquent des dissensions sur le site retenu pour accueillir sa tombe, Kounou, ou son village natal, là où son petit-fils Mandela entretient un projet de mémorial. Les Sud-Africains, eux, souhaitent une seule chose, que Madiba parte paisiblement. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, nous vous retrouverons pour le compte rendu du Conseil des ministres. Excellente soirée à toutes et à tous.